Je m'en souviens. Avec Gilles Proulx. Dans l'histoire de Montréal, évidemment, quand on aborde le 20e siècle, on s'aperçoit qu'il y a eu une multitude d'événements marquants, mais je ne peux pas toutes les retenir pour cette série. Mais néanmoins, vous trouverez des détails plus élaborés, je me permets, d'un ouvrage que j'ai eu le plaisir de publier avec Louis-Philippe Messier, qui s'appelle « Montréal, 60 événements qui ont marqué l'histoire de la métropole » aux éditions du Journal. Justement, parlant de ce 20e siècle, ailleurs dans le monde, les folles années, qu'on appelait les années folles, en 1920, tout ça a pris fin avec justement l'écroulement boursier de 1929. Mais pas à Montréal. C'est un certain 9 janvier 1927 que le destin a frappé dans l'un des plus anciens cinémas de la ville, le Laurier Palace, rue Sainte-Catherine-Est, tout près de Désiry, et vous allez voir, il y a encore une plaque qui rappelle, plaque qu'on n'a pas encore volée, heureusement. Ça se passe dans le quartier Hochelaga, à l'intersection de la rue Désiry et Sainte-Catherine. Près de 250 enfants assistent alors à une projection du dimanche. Le cinéma est bien jeune, les images sont pas parfaites, mais il y a des vedettes qui commencent à percer, dont Charlie Chaplin. Il fait très froid ce dimanche-là. C'est une belle distraction que d'aller voir un film américain. Imaginez l'émerveillement. Les enfants étaient devant l'écran, devant cette magie de cette nouvelle invention, mal aimée par l'Église au début, qui y voit un instrument du diable. Le parterre est occupé par des adultes. Le jeune public est confiné au balcon et dans les allées. Alors le cinéma est plein à craquer. À l'époque, il est relativement fréquent que les films en celluloïd, qui sont hautement inflammables, provoquent des incendies. Ce n'était pas rare. Un incendie survient donc au Laurier Palace, mais comble de malheur, quelque chose ne tourne pas rond dans les mesures d'évacuation. Une porte refuse de s'ouvrir. Quelle tristesse, quelle panique! Et dans cette panique, la foule d'enfants s'entasse et s'empile dans une cage d'escalier. 78 en meurent, presque tous écrasés, ces pauvres petits, par le poids des autres. Voici comment le chercheur Gilles Dauphin décrit la situation. La chute successive d'enfants dans l'escalier du côté a engendré un bouchon humain au premier palier. La masse compacte de bras, de jambes, de tête et de corps s'élève jusqu'à 1 pied du plafond. Les enfants s'agitent, crient, pleurent et supplient qu'on les sorte de là. La consternation plonge le quartier, la ville et la province dans une stupeur horrifiée. On est à l'heure de la prière. Des lendemains, des dizaines de cinémas et de salles de spectacle dont les sorties de secours sont déficientes sont fermées ou contraintes de se rénover. Après avoir été presque totalement indifférent à la question de la sécurité, on applique scrupuleusement la loi. Le clergé qui n'aime pas que les enfants soient dans des cinémas le dimanche en profite pour exiger leur fermeture. Mais le gouvernement québécois d'Alexandre Tachereau à l'époque ne va quand même pas priver les ouvriers de cette distraction abordable, tant pour les enfants que les pères de famille qui ont travaillé très fort. Cependant, le cinéma est interdit aux moins de 16 ans. Cette loi est injuste envers les films qui sont souvent innocents, si on les compare en tout cas à ceux d'aujourd'hui, et susceptibles de cultiver l'imagination chez les enfants. Mais le spectre du Laurier Palace hante les esprits. Le deuil national incite la radio
à ne diffuser que de la musique triste. Peut-on imaginer ça? Eh bien oui, c'était courant. Quand il y avait un grand événement qui châtiait la population, on sortait la musique classique à la radio. Des chansons inspirées par les enfants du Laurier Palace sont alors à la mode. Hercule Lavoie, interprète lyrique, le premier plan au Québec dans les années 20, chante ainsi ses paroles pour consoler les mères éplorées. Et toujours à travers ce film conducteur des années 20, il y a la mort du frère André. Croyez-le ou non, ça a été le chant du cygne du catholicisme. C'est la fin de l'obscurantisme et c'est le début de l'aération. Peut-on penser ça? Même s'il y avait 1 million de personnes pour assister aux funérailles de ce petit bonhomme bon et simple qui attirait des milliers de gens et qui aimait ses paroles et surtout sa foi inébranlable en Saint Joseph. Certaines destinées déjouent tous les pronostics, surtout lorsque la Providence s'en mêle. Même si on ne croit pas en Dieu, force est d'admettre qu'Alfred Bessette, dit le frère André, avait une foi inébranlable. Il vivait dans une cellule d'une telle austérité qu'elle rappelle celle de certains moines bouddhistes. Son éducation minimale, sa santé fragile, sa taille celle d'un enfant. Et pourtant, ce petit bout d'homme a été un athlète de la foi. Il incarne parfaitement la ferveur catholique des Canadiens français de l'époque. Simple portier au collège Notre-Dame dans les années 1870, sa piété, son dévouement et sa générosité font de lui un homme aimé, dont les croyants recherchent la compagnie pour prier avec lui. Il consolait les gens malheureux. Quand des rumeurs de miracles survenus après des prières avec le frère André se propagent, il devient légendaire de son vivant. Pas seulement dans son pays, mais partout dans le monde, surtout aux États-Unis, où le catholicisme est intense. Comment faire un parallèle? Au risque de commettre un anachronisme, disons que sa renommée égale celle d'une Céline Dion, mais dans l'ordre de la foi. Parce que l'achalandage permanent dérange ses employeurs du collège, le frère André se fait bâtir, les bénévoles vont être là pour l'aider, les mécènes aussi ne manquent pas pour payer la note d'une chapelle sur les flancs du Mont-Royal. Il rêve d'une basilique, il voit gros déjà. Il veut honorer Saint-Joseph. Et en 1914, l'archevêque de Montréal donne le feu vert à ce projet complètement fou. Les travaux commencent en 18, mais en 29, la crise paralyse le chantier. Le frère André sollicitera alors l'aide de la famille Rockefeller à New York.
il avait de l'influence, il avait de l'attrait, même chez milliardaires américains. À sa mort, en 1937, le premier ministre Maurice Duplessis, son ami, lui paie un cercueil de marbre noir que l'on voit encore aujourd'hui lorsqu'on monte là-haut dans la basilique. Près d'1 million de fidèles se pressent. Pouvez-vous imaginer ça? 1 million de personnes se pressent à ses funérailles. 1 million de personnes. Aucun de nos compatriotes n'a eu de telles funérailles. Je vois dans ce merveilleux rassemblement le chant du cygne du catholicisme québécois. Comment ça? C'est qu'on ne le sait pas encore, mais la parenthèse ultra-religieuse du Canada français va maintenant se refermer. Si au moment de la mort du frère André, le Québec passe pour l'État le plus catholique au monde, une génération plus tard, les églises seront vides. Quant à l'oratoire, il a terminé ses grands travaux. Il est prêt aujourd'hui et fier. C'est aujourd'hui le plus grand bâtiment religieux du Canada, ainsi que le lieu touristique le plus visité. À Montréal et au Québec, des milliers de gens se recueillent devant le cœur du frère André, dont les pères de Sainte-Croix ont fait une relique. Eux qui le méprisaient à l'époque, le voyaient de haut parce qu'il était un simple petit frère non instruit par rapport à eux qui avaient accompli un collège classique ou des études liturgiques poussées. Les Beatles avaient scandalisé le monde en clamant être plus populaires que Jésus-Christ. Eh bien, ce n'était certainement pas le but du frère André, lui. Mais en un sens, c'est le cas pour lui au Québec. Il est le plus populaire et même plus populaire que Jésus-Christ, ce frère André, cet humble personnage qui perpétue le souvenir encore au sommet du Mont-Royal dans la Côte-des-Neiges. Joseph n'était qu'un ouvrier. Marie n'avait rien d'une fée. Lui n'était qu'un simple portier. Qu'est-ce qu'on peut faire sans la santé? Et tout au fond de son couvent, il passait des nuits à prier. Celui par qui l'humanité a pu réapprendre à aimer. Parmi ces bouleversements, il y en a un autre très important qui va venir sonner le glas. Je parlais tout à l'heure qu'on a sonné le glas avec la mort du frère André. Eh bien, l'arrivée de la télévision va sonner le glas des cabarets et va écorcher par la même occasion aussi l'influence de l'Église. La télévision arrive à Montréal en 1952. Elle est appelée à marquer, en tout cas profondément, la ville, mais pas pour le mieux. Le petit écran qui n'a que de petit le nom, si l'on songe aux mastodontes qu'étaient les téléviseurs à l'époque, les grosses télévisions avec des tubes, va tellement plaire aux Montréalais que ceux-ci vont petit à petit cesser de sortir pour se divertir. Le cabaret surtout écope, mais remarquez bien une chose, qui imite les premières émissions populaires, les cabarets, il y a des animateurs, des numéros, des chanteurs, des acrobates, comme dans un cabaret, mais à la télévision. En un mot, la télévision vient piquer la productivité du cabaret et amène ça à l'écran. Le Ed Sullivan Show va être l'exemple le plus parfait. Les enseignes lumineuses des rues Sainte-Catherine et Saint-Laurent perdent de leur attrait, toutes des enseignes en anglais surtout, quand le spectacle devient disponible gratuitement dans votre salon. Le milieu du spectacle en sera gravement affecté. Auparavant, on allait voir des soirées pour se divertir. Soudain, on a la télévision pour compenser tout ça. Et ça coûte moins cher qu'au cabaret. Au Faisan Doré, au Montmartre, eh bien, on a la fierté de Montréal avec les spectacles.
Malgré l'anglicisation, la ville a quelque chose d'un petit Paris, avec ses chanteurs de charme, ses acrobates, ses fantaisistes, etc. Les quartiers où se concentrent les cabarets, on a déjà mauvaise réputation. Justement, avant que la télévision, en livant les gens dans leurs fauteuils, ne les dégrade encore davantage. Bientôt, on dira « Ah, le milieu des cabarets, c'est le milieu de la pègre ». Fait qu'on rajoute encore une fois une mauvaise note au cabaret, comme pour précipiter leur anéantissement. Bientôt, la Ville de Montréal va aller jusqu'à détruire purement et simplement certains de ses quartiers voués au plaisir, au divertissement. Il faut se rappeler que dans les années 50, les postes de télé sont encore assez rares pour exercer une puissante attraction. Des soirées réunissant plusieurs amis s'organisent chez l'un ou l'autre pour aller écouter ces appareils miraculeux, surtout aller écouter le hockey ou les belles histoires. Bref, à ses débuts, la télévision est une activité sociale qui donne l'impression de rapprocher les familles et les communautés qui se regroupent dans des salons. Animateur des couche-tard avec Roger Beaulieu, Jacques Normand devient justement une figure légendaire du cabaret. Il est un bon exemple. Il a évolué autant au cabaret qu'à la radio, puis à la télévision. Le public de province découvre enfin, grâce au petit écran, la magie des cabarets montréalais. Pendant que ceux-ci se vident et meurent de leur belle mort, le cabaret est rendu à l'écran. Que feront les artistes? Ceux qui le pourront feront de la télévision. Les arts moins populaires, tels le théâtre, l'opéra ou la musique classique, presque absents de la télévision, gardent leur public, eux autres. Mais ce ne sont pas les beaux-arts qui ont fait la réputation de Montréal. Ce sont les Nuits folles de Montréal. C'est pourquoi j'aime Montréal, comme le chantait si bien Jean Raffa et également Jacques Normand. Alors, toujours est-il que ces nuits, avec le temps, vont s'assagir. J'aime les nuits de Montréal, pour moi ça vaut la place Pigalle. Je ris, je chante, la vie m'enchante, il y a partout des refrains d'amour. Je chante encore, je chante toujours, et quand je vois naître le jour, aux petites heures vers ma demeure, je vais heureux à Montréal, c'est merveilleux. Comment parler aussi, chers amis, des années 50? Je parle de l'apparition de la télé 52. 55, un moment important dans le déclenchement de la fierté québécoise qui est secouée par une idole qui est injustement punie par une tête dominateur de l'oligarchie anglo-coloniale. Ça va amener les émeutes du Forum et la victoire de Campbell. Tous les hommes ne naissent pas égaux. La chance sourit à certains plus qu'à d'autres. On dirait même qu'il existe une sorte de loterie de la mémoire. Certains événements historiques y gagnent, d'autres y perdent. Qui eût pensé que le 17 mars, jour de la fête des Irlandais de l'année 1955, les émeutes survenues près du Forum, en réaction à la suspension de Maurice Richard, notre idole, par Clarence Campbell, allait s'avérer aussi mémorable, aussi marquante. Voilà un événement historique typiquement québécois. Il y a eu de la casse, de la violence, certes, mais aucun mort quand même, aucun blessé grave. Plus de 60 ans plus tard, on continue de parler des émeutes du Forum. Prenons Ticlin au casse-croûte d'à côté, lui qui n'a aucune notion d'histoire. Il a entendu parler de cet événement. Il connaît en tout cas Maurice Richard. Le plus ignorant des Québécois connaît ce nom. J'ai hurlé d'indignation quand le gouvernement Harper a envisagé à l'occasion de la reconstruction du pont Champlain de le rebaptiser pont Maurice Richard, mais ce choix aurait probablement fait plaisir à beaucoup de gens et cela en dit long sur la place incroyable qu'occupe le hockeyeur dans notre identité. Non seulement dans notre mémoire, mais dans l'idée que le reste de l'Amérique du Nord se fait de nous. Notre démiurge national
a beaucoup impressionné les Américains et les Canadiens anglais. Nos parents vénéraient, en bons catholiques, un Dieu fait homme dans la personne de Jésus, humble charpentier. Et le Canada français retrouvait ses qualités chez Maurice Richard, ce Dieu du stade, ce Dieu du sport, athlète d'une vigueur inouïe, habile et indomptable qui devenait un doux, un effacé, un timide, un gars bien ordinaire dans la vie de tous les jours. Il incarnait la dualité du Canada français, à la fois farouche dans l'arène et soumis en politique. Voilà pourquoi les démêlés de Maurice Richard avec l'arrogant anglophone Clarence Campbell vont provoquer une prise de conscience en faveur des Québécois. Je rappelle que dans le cadre du 150e du Canada, de la Confédération, si vous préférez, et du 375e de Montréal, Montréal, la ville au pétard et au rock'n'roll, cette année, vous le verrez, oublie aussi Maurice Richard, puisqu'on ne lui donne pas le pont Champlain, et pour cause, parce que Champlain était le fondateur du pays quand même. Mais on pourrait donner quelque chose de grandiose à Maurice Richard, parmi le mobilier, justement, de la ville. Mais on va préférer des projections électroniques et des concerts. On a tous notre heure de gloire. On a tous écrit une page du grand livre d'histoire d'une ligue de garage. On est tous des Maurice Richard. Lorsque Maurice Richard, constamment victime des coups de traite des autres équipes, parce qu'on aimait ça l'essayer, qui n'avait pas d'autre moyen de le neutraliser que de le provoquer pour l'envoyer sur le banc des pénalités et ainsi permettre à l'équipe adverse de compter des buts, et par mégarde, il frappe lors d'une échauffourée un juge de ligne, eh bien, le seigneur Campbell l'a suspendu pour le reste de la saison et pour les séries éliminatoires qui s'en venaient. Et il était le champion compteur à ce moment-là. Le maire Drapeau lui avait conseillé de ne pas se présenter au match du Canadien pendant la grogne. Mais Campbell y est quand même allé, lui. Alors l'émeute a éclaté et a duré jusqu'aux petites heures du matin. Les historiens nationalistes ont vu dans ce soulèvement un signe annonciateur de l'imminente révolution tranquille. C'est peut-être charrié. Pourtant, Campbell a gagné. L'Anglais gagne toujours. Maurice n'a pas joué et a été privé d'un titre de meilleur marqueur, raflé par son compagnon Bernard Geoffrion. Pire, les arrière-petits-enfants des émeutiers vénèrent un Canadien de Montréal à la fois inepte, lâche et arrogant. Le peuple de jadis idolâtrait un athlète christique. Maurice Richard, incarnation du Canada français, sur le point de se déchaîner. Le 17 février 2016, imaginez-vous, vous vous souvenez, la plupart d'entre vous, le Canadien présentait pour la première fois de son histoire une équipe 100% anglicisée. Aucun des joueurs alignés sur la glace n'avait le français comme langue maternelle. Oui, Clarence Campbell a gagné. Oui, Clarence Campbell triomphe. Et l'humiliation autrefois subie par Maurice Richard atteint aujourd'hui des sommets. Les partisans actuels des Montreal Canadiens donnent le baiser de Jutas sur la joue de Maurice Richard. Et si le Canadien de Montréal a vu les siens déserter pour céder la place à nombre d'autres joueurs,
qui ne parlent pas notre langue, c'est pas plus grave que ça, on est habitué. En 1966, le pire cauchemar que pourrait faire le sieur de Maisonneuve et Jeanne-Mance se réalise. Montréal perd la foi, cette ville qui devait être à Jérusalem, l'Amérique du Nord. Oui, Ville-Marie. Pas tous les Montréalais perdent la foi, bien sûr, mais les églises se vident. Tout le monde en parle. Personne n'a d'explication. Si je cite l'année 66, c'est pour faire écho au chef-d'œuvre de Denis Arcand, Les invasions barbares, où le personnage de prêtre joué par Gilles Pelletier explique à une acheteuse d'art que tout le monde était catholique jadis, mais que soudainement, très précisément pendant les années 66, les églises se sont vidées. Le cinéaste a-t-il choisi cette date parce que c'est l'année précédant l'Expo 67 et le discours du général de Gaulle où on nous invite à nous ouvrir sur le monde par le biais de l'identitaire qui s'effacera. On en parlera dans d'autres volets qui poursuit justement la connaissance de ces 60 événements qui ont marqué l'histoire de la métropole, publiés aux éditions du Journal.